Salut à tous, bienvenue dans The TV Society. Ici, on parle total vidéo, de la télé linéaire à la CTV, de la vidéo online aux stratégies marketing. On décrypte les nouveaux usages, les tendances créatives et la façon dont les marques s'adaptent à un monde multi-écran. The TV Society, une émission Minted, produite par The Society's Media. Aujourd'hui, nous allons parler de la création publicitaire à l'ère du multi-écran. En effet, comment la multiplication des écrans change la façon d'imaginer une idée créative, quel rôle joue l'intelligence artificielle dans cette transformation et comment préserver la qualité et l'émotion dans un univers saturé de messages. Pour en débattre, nos invités du jour partageront leur vision et leur expérience. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre-Louis Fontaine, expert marketing digital indépendant, et Camille Beau de Jellyfish. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Michel. Bonjour Camille. Bonjour Michel. Et bienvenue sur The TV Society. C'est ta première sur un plateau télé. Première fois. Exact. Bon, Pierre-Louis, tu es un peu un sociétaire entre The Programmatic Society, The AI Society, maintenant The TV Society. Et pour parler de la création publicitaire à l'ère du multi-écran, puisque aujourd'hui, on voit des équipes, notamment en agence, qui s'intitulent équipe multiscreen. Donc, l'idée est de savoir un peu comment on peut réinventer cette création publicitaire et l'adapter dans cette ère, justement, multi-écran. Et donc, pour commencer, Pierre-Louis, première question. Comment la multiplication des écrans transforme la manière de concevoir une idée créative aujourd'hui au regard de ton expérience et, j'allais dire, des différents clients avec lesquels tu travailles? Déjà, il y a une chose qu'il faut éviter de penser, c'est qu'un écran répond à un deuxième écran qui, lui, répond à un troisième écran et que c'est 4 écrans consommés ensemble qui vont faire un storytelling. Si on pense comme ça, on fait une erreur. Parce qu'on n'a pas les outils pour le prouver. Donc, on n'a pas les bonnes analyses d'audience. On ne sait pas. Facebook, par exemple, pour ne pas le citer, ils ont fait à un moment donné des argumentaires de vente qui disaient que Facebook touchait les petits consos télé. Donc, il y avait les gros en télé et les petits sur Facebook. Et donc, il pouvait y avoir des complémentarités aussi bien en termes d'achat d'espace que de messages. Aujourd'hui, l'erreur à ne pas commettre, c'est justement de considérer qu'un écran répond à un autre, qui répond à un autre, qui répond à un autre. Si on évite cette erreur-là, on est déjà bon. Deuxième point, ça veut dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est une question de planning strat, cette question-là. C'est qu'il faut avoir une Big ID qui couvre le tout. Dès le départ. Dès le départ. S'il n'y a pas la Big ID, ça ne marchera pas. Cette Big ID, elle doit être mémorisable et mémorisée le plus fortement et le plus vite possible par les cibles qui nous intéressent. 15-25, 25-49, c'est pas la question. Une fois que cette Big ID est bien mémorisée, ensuite, il y a les déclinaisons que le cerveau humain, lui, va rattacher tout seul à sa Big ID. Tout ça, il y a un point de base, c'est qu'on n'a pas les moyens de mesurer la transversalité par canal. Donc, il reste à espérer que l'impact de ces multi-écrans en termes de communication génère du trafic en magasin, du chiffre d'affaires, enfin bref, un incrémental business, mais qui ne sera validé qu'à la fin d'une grosse opération multiscreen, premier point. Deuxième point, il y aura toujours, enfin troisième point maintenant, il y a toujours un gros leader en termes de médias, la puissance, installer le concept, et ensuite il y a les déclinaisons sur des écrans qui sont moins puissants. Et pour toi, l'écran le plus puissant, ça reste la télé? Pour moi, ça reste la télévision pour installer. Alors attendons, voilà. Ça dépend des cibles. Si je tape du 40+, ou du 45 ou du 50+, la télévision reste principale. Là, il y a eu le lancement de la Twingo cette semaine. Même en tant que vieux boomer, c'est toi qui l'as dit. J'ai plus été touché par des communications facebookiennes, instagrammables et Instagram et puis et autres que sur la télévision. D'accord. Alors, la volonté de vendre un véhicule neuf électrique de Renault a été d'abord de pousser à mort les feux sur les réseaux sociaux. Et ensuite, maintenant, il y a de la télévision. Mais les premiers contacts ont été distribués sur les réseaux sociaux. Donc après, c'est une question de stratégie média. Et donc de programmatique et d'articulation.
D'accord. D'articulation du plan média? L'articulation du plan média. Mais pas de Big ID. S'il n'y a pas de Big ID, l'articulation du plan média, elle pourrait être la plus belle du monde. Quand tu dis Big ID, on parle de Big ID créative. Oui, exactement. Le concept. Très bien. Le concept de communication qui couvre tout. Merci Pierre-Louis. Bien justement, puisqu'on parle de plan média, Camille, tu es très bien placé puisque je rappelle que tu travailles pour Jellyfish. De ton point de vue, comment la transformation, ou on va dire la multiplication plutôt, même si c'est une vraie transformation dans l'usage des écrans et l'usage de la vidéo, comment la multiplication des écrans a transformé la manière de concevoir une idée créative aujourd'hui? Bah, en réalité, moi, je trouve que on consomme plus les médias aujourd'hui tels qu'on les consommait avant. Peut-être il y a 10, 15, 20 ans. Pourquoi? Parce qu'on a une multiplicité donc des écrans, des emplacements publicitaires, des environnements, et tout ça fait qu'on a une durée d'attention utilisateur cible qui maintenant est très courte. Je me rappelle même il y a encore quelques années, plus d'une dizaine d'années, l'ancien PDG de TF1, Patrick Lelay, parlait de temps de cerveau humain disponible. Aujourd'hui, c'est encore valable. Les grandes plateformes, les grands supports de communication se battent encore sur cette attention utilisateur, ce temps de cerveau humain disponible. Donc finalement, s'il y a vraiment un maître mot côté création, comment avoir de l'impact, ça passe tout d'abord par des messages impactants, plus courts, et surtout que dès les premières secondes, on puisse identifier l'annonceur, la marque qui est derrière, parce que justement l'utilisateur peut jongler d'une exposition télé dans son fauteuil à tout de suite prendre son smartphone et consommer les réseaux sociaux, par exemple. Alors justement, puisque tu parles des réseaux sociaux, tu dis que que l'on identifie très rapidement la marque ou le produit, parce que justement, ce qui a fait la force des réseaux sociaux, en tout cas pour un certain nombre de marques qu'on appelait les DNVB, c'est qu'elles n'avaient pas, elles n'avaient pas de marque entre guillemets. Elles étaient uniquement axées sur le produit uniquement et que ça fonctionnait plutôt pas mal. Donc cette notion de durée d'attention plus faible, elle doit entre guillemets être titillée le plus rapidement possible de par soit la qualité du produit ou la fonctionnalité du produit ou j'allais dire l'image de marque ou la connaissance de la marque. C'est ça que tu veux dire? Absolument. Et justement, c'est aussi dans cette logique de multi-environnement, c'est aussi s'adapter. Donc il y a cette Big ID qui a été évoquée, qui est très importante à l'échelle d'une communication de marque. Mais ensuite, il faut bien reprendre les codes des différentes plateformes, des différents supports, pour avoir finalement l'expérience publicitaire qui soit la plus adaptée à ce que consomme l'audience habituellement sur ces supports. Alors justement, quand on parle de multi-écran, on parle aussi d'industrialisation de la création, puisqu'aujourd'hui on se pose des questions sur comment faire en sorte que cette création puisse s'adapter à chaque utilisateur pour un même message et parfois même pour un même produit, mais peut-être dans des couleurs différentes, par exemple, ou des identités sonores peut-être aussi très différentes. Et donc, cette automatisation fait entrer en jeu la technologie. Et qui dit technologie aujourd'hui, on pense beaucoup à l'IA. Et donc, par rapport à cette notion d'IA qui aide justement à démultiplier cette création, quel rôle joue, selon toi, Pierre-Louis, quel rôle joue aujourd'hui l'intelligence artificielle dans la conception et l'optimisation des créations publicitaires multi-écrans? Je vais jouer le vieux ringard, mais l'IA ne participe pas à la conception. L'IA transforme une conception réfléchie par un humain en moult divers et variés formats qu'on peut trouver n'importe où. D'accord. Donc la question, elle est, je reviens toujours au concept, c'est très pubard comme approche, mais On parle de création, c'est un on peu parle de normal. création, oui. Je reviens toujours au concept central qui est pondu par un humain, un direction artistique, un concepteur-rédacteur, encore une fois à l'ancienne. Une fois qu'on a ces concepts-là, il y a plein d'outils différents qui vont permettre d'optimiser et d'aller très très vite. Donc tu as des chaînes de décision avec des outils comme N8N par exemple, où le concept de base est intégré et ensuite c'est automatiquement décliné, tous les formats confondus, toutes plateformes confondues. Tu lances l'ordre le soir à 8h, le lendemain matin, tu es servi de partout.
On ne va considérer qu'il n'y a que N8N dans la vie. C'est quoi N8N si tu peux N8N, c'est une plateforme qui te permet d'automatiser la fabrication d'éléments de communication en fonction du support sur lequel tu vas être diffusé. Ok. Il peut même aller jusqu'à choisir le support sur lequel tu vas diffuser. Bon. Ça, c'est automatique, ça se fait tout seul. Ça N8N, remplace c'est la quoi star, ça remplace beaucoup de choses en termes de comment dirais-je, d'optimisation du temps passé, tout simplement. Cette semaine, enfin la semaine dernière, alors je ne sais pas quand est-ce que va être diffusée cette émission-là. T'inquiète, durant courant décembre. D'accord. Donc la semaine dernière il y a le Adobe Summit Ouais. qui a été fait à Paris, qui a démontré plein de solutions d'automatisation identiques, qui avaient déjà été pré-montrées à Las Vegas l'année dernière et qui maintenant commencent à rentrer en mode opérationnel, qui permettent la même chose. C'est-à-dire, j'ai mon concept de communication globale et ensuite je décline dans tous les sens. Maintenant, Amazon a lancé hier un outil qui permet d'aller aspirer toute une chaîne graphique d'un site internet, toute la charte graphique, le logo, l'imagerie, les typos et tout ça, et automatiquement, il va créer les éléments de communication, les éléments publicitaires à diffuser évidemment sur sa plateforme en mode programmatique. Ça veut dire, c'est que maintenant, vous pouvez intégrer d'un coup d'un seul l'ensemble des déploiements de communication grâce à l'IA de façon totalement optimisée. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on n'a plus besoin de petites mains, c'est horrible ce que je dis. On a besoin de gens des réfléchisseurs, Des des concepteurs, concepteurs, des rédacteurs. non, mais Non, mais à la limite, le des prompt rédacteur, designers, on va dire. des prompt designers, exactement. C'est mieux, parce que des rédacteurs... Ouais. Mais par contre, la direction artistique sera toujours là. D'accord. Parce que c'est la Big ID. D'accord. Je suis désolé, je suis obsessionnel Non, avec mais ça. en gros, tout part de l'idée créative. Ça part de ne l'idée. changera pas. Voilà, et l'IA n'est là que pour décliner. Aujourd'hui, la star, c'est N8N. N8N. La star, c'est Amazon avec son adaptation en fonction de l'aspiration des sites de l'annonceur. Bon. Adobe. Il y a plein d'autres solutions diverses et variées qui permettent d'optimiser la transformation du concept de départ. D'accord, très bien. Intelligence, le mot n'est pas là. Pourtant, je suis un fou d'intelligence artificielle. Mais il ne faut pas dire intelligence, c'est pas bon. Mais tu dirais quoi alors? Outil d'optimisation du temps, c'est là. C'est un optimisateur. C'est la méga optimisation. D'accord, très clair. Très clair. Donc, Camille, à l'instant, Pierre-Louis expliquait que l'IA, c'est d'abord un outil de déclinaison et de productivité, on va dire, avant même d'être un outil de conception. Toi, de ton point de vue, en tant que, j'allais dire, acteur d'achat programmatique, puisque je rappelle, tu travailles pour Jellyfish, c'est quoi le rôle que joue aujourd'hui dans ton quotidien, notamment l'intelligence artificielle, dans la conception et l'optimisation des créations publicitaires? Alors, je suis totalement aligné avec ce qui a été dit, dans le sens où finalement, le rôle de l'IA, peu importe le secteur d'activité, peu importe la verticale dans laquelle on travaille, finalement, son rôle primaire, c'est faire gagner du temps sur des tâches répétitives, chronophages, à faible valeur ajoutée finalement, pour dégager du temps aux équipes, aux directeurs artistiques, justement pour qu'elles passent plus de temps sur de l'idéation, créer de nouveaux concepts créatifs qui vont faire la différence pour justement se démarquer. On va en parler tout à l'heure, je crois. Il y a une multitude de stimuli, on sature un peu d'un point de vue publicitaire, stimuli marketing. Comment émerger dans cet écosystème qui est déjà un peu saturé? Et ça passe aussi par ces nouveaux concepts créatifs. Donc, c'est beaucoup plus important pour ces équipes et ces directeurs artistiques de se pencher sur cette idéation et de laisser les tâches répétitives à l'IA. Alors, idéation, encore une fois, dans le cadre d'une diffusion multi-écran. Tout à fait. Qui sont utilisés dans des environnements ou des contextes très, très différents. Entre le fait d'être en face à un grand écran dans son fauteuil ou dans le métro sur son téléphone, c'est différent. Et donc, effectivement, dans la fameuse Big ID, il faut pouvoir prendre en compte tous ces éléments-là. Complètement. Et l'IA, justement, je pense que les équipes créa d'aujourd'hui et de demain, ce sont finalement des experts qui doivent apprendre
à utiliser de plus en plus ces outils parce que c'est dans la continuité. C'est maîtriser ces outils pour gagner du temps, réduire les coûts de production, les délais aussi de création pour cette duplication créative, A/B tester finalement les éléments créatifs sur les différentes plateformes, les différents leviers, et pouvoir identifier ce qui performe le mieux et pousser du coup le bon message à la bonne audience. Merci Camille. Alors à l'instant, tu parles d'A/B testing. Donc je vous propose justement de parler d'évaluation de la performance. C'est effectivement comment on fait pour évaluer, Pierre-Louis, et comment on fait pour évaluer la performance d'une création lorsqu'elle se décline, comme je le disais tout à l'heure, et comme c'est le thème de notre émission, sur plusieurs écrans et plusieurs formats. Je pense que mon ami ici présent sera beaucoup mieux placé que moi pour répondre. Ce que je disais en préambule sur la première question, c'est qu'on n'a pas les outils qui permettent d'avoir une vision totalement linéaire et sans couture de toute la performance, de toute la création sur tous les canaux en même temps. Ça n'existe pas. J'espère que ça va exister un jour, mais j'y crois pas trop. Ok. Pour des raisons de méthodo, la télévision, c'est du panel. Le suivi de la perf sur Amazon, c'est du last click ou du post view. Enfin, bon, les méthodes de calcul de la performance ne sont pas les mêmes en fonction des canaux. Donc déjà, pour uniformiser le tout, c'est impossible. Résultat, il y a une question d'outils, certaine. Et j'irais même jusqu'à penser que cette question-là n'est qu'une question d'outils. Il y a zéro négatif dans ce que je dis, parce que c'est l'analyse de la performance qui va ensuite remonter à la création en disant tel niveau de création ou telle création adaptée sur tel format ne fonctionne pas, il faut l'arrêter tout de suite. L'IA, en mode programmatique, va être capable de donner des ordres pour dire cette création, vous la stoppez tout de suite, vous l'optimisez, vous la changez, ou on en prend une autre. C'est l'IA qui va prendre la décision grâce aux outils, notamment les outils programmatiques. Merci Pierre-Louis. Alors effectivement, les outils programmatiques, on va dire qu'ils ont déjà de l'IA depuis pas mal de temps, sauf qu'elles n'avaient pas ces technologies, elles n'avaient pas pouvoir de décision sur la diffusion. Pouvoir de décision sur l'optimisation, oui, mais pas sur le fait d'arrêter directement une campagne. C'est le sens de l'histoire. Voilà. C'est le sens de l'histoire. Donc, sur ce que vient de dire Pierre-Louis, et je reprends ma question, c'est comment toi t'évalues, Camille, la performance d'une création lorsqu'elle se décline sur plusieurs écrans et formats? Effectivement, comme l'a dit Pierre-Louis, il y a une contrainte liée à la mesure sur un paysage fragmenté tel qu'il est aujourd'hui. C'est très compliqué, voire aujourd'hui quasi inexistant, d'avoir une solution qui permette d'unifier l'ensemble des leviers, des canaux, du on jusqu'au offline. Donc il faut plutôt dissocier, avoir différents niveaux de mesure finalement. Si je reprends un petit peu les études post-test. Les études post-test, elles sont très souvent menées soit par les annonceurs, soit par les agences, à un niveau très macro, qui reprend finalement l'histoire de Big ID. Est-ce que les indicateurs de marque, à l'échelle d'une campagne au global, ont évolué suite à cette communication? Est-ce que donc les indicateurs de marque, considération, top of mind, intention d'achat, est-ce qu'ils ont évolué ou pas? Ça donne déjà un premier indicateur très macro. Mais après, difficile de décortiquer quel est le levier, quel est le canal, quel est le format qui a pêché ou au contraire qui a mieux performé et influencé ses performances. Et c'est là qu'il faut prendre le prisme de lecture propre à chaque plateforme. Ouais. Et ça, c'est bien un problème aussi. Et c'est un problème parce que c'est parcellaire. Exact. C'est parcellaire. Toutes les méthodos ne se valent pas. Difficile d'avoir un élément de comparaison pur et parfait. En revanche, ça permet dans un premier temps de venir fusionner, parce que historiquement, on avait tendance à dissocier les performances médias des performances créatives. Aujourd'hui, c'est probablement une erreur de vraiment dissocier les deux. Ce qu'on souhaite, c'est finalement d'avoir un rapport avec l'audience qu'on cherche à toucher. Et du coup, c'est de fusionner, d'avoir ce ratio de la synergie média plus créa que j'ai réussi à créer sur telle ou telle plateforme, sur tel ou tel levier. Est-ce qu'elle a eu l'impact escompté, du moins dans un premier temps à cette échelle-là? Donc là, on passe par les études, les mesures intra-plateforme. Donc
Dans le digital, on parle de brand lift survey, les BLS, les search lift, les conversion lift, voire. Et qu'est-ce que c'est que tout ça? Tu peux les décliner, ces différents concepts? Bien sûr, alors brand lift survey, c'est un peu l'équivalent des études post-test BWA qu'on peut avoir très plurilevier. Donc brand lift, on va mesurer quel est l'impact d'une campagne YouTube sur la mémorisation publicitaire, par exemple. Derrière, on a aussi des search lifts, c'est-à-dire suite à une exposition une exposition vidéo sur YouTube ou autre environnement, est-ce que derrière, ça va influencer les requêtes sur les moteurs de recherche? On n'a pas parlé de l'IA et des discussions agents via les LLM. Ça va être l'IA, enfin le Search 2.0. Mais tout ça est influencé du coup par cette exposition publicitaire. Et en dernier lieu, on a les conversion lift. Donc là, c'est simplement avoir deux groupes, un exposé, un non exposé à notre pub, et voir quel est l'écart de performance qu'on a réussi à générer grâce à l'exposition. Donc ça permet en vision plateforme d'identifier si la performance de la campagne atteint l'objectif. Et puis après, du coup, cette vision très macro, on retrouve les études un peu plus plurimédia, un peu plus top of mind. Merci Camille. On va très vite, hein. Vous allez droit au but quand vous répondez, donc c'est parfait. On en arrive à notre dernière question. Ça veut dire qu'on a quoi encore On a encore du temps. C'est bon, on a plein de choses à dire. Efficace. Donc, non, mais l'idée, c'est pas de prendre trop de temps, c'est de prendre le temps suffisant en tous les cas pour répondre clairement aux questions, et c'est ce que vous faites, et je vous en remercie. Dans un écosystème qui est saturé de messages, hein, on l'a dit, hein, tu l'as dit toi-même, il y a énormément de stimuli et il y a une guerre de l'attention, et c'est comment capter cette attention aussi le plus rapidement possible. Dans un écosystème vraiment saturé de messages, comment on fait pour préserver la qualité créative et puis aussi l'impact émotionnel des campagnes, parce que c'est aussi ça, l'impact émotionnel des campagnes dans une ère du multi-écran. On revient toujours à la même chose, c'est-à-dire la Big ID. Je n'en sors pas de ce truc-là. Il y a des agences qui s'en sortent très très bien, des agences comme Buzzman, des agences comme Marcel, qui rentrent toujours par le concept le plus fort, et ensuite, éventuellement, en fonction des moyens de l'annonceur, ça se décline sur tous les canaux possibles et inimaginables. C'est difficile de répondre à cette question-là. Moi, je préférerais travailler par l'illustration. Bien sûr. Je pense que ce que fait Renault, je reviens sur cette marque-là, est absolument très intelligent dans justement cette contrainte de multiscreen et d'attention et tout ça. Qu'est-ce que fait Renault sur le lancement de ses électriques? Il lance d'abord la R5 électrique, code couleur très très fort, jaune, des specs produits extrêmement bien foutus, du avant-après, la Renault 5 d'avant à la Renault 5 d'aujourd'hui, etc., etc. Donc, ils ont créé un univers, notamment coloriel et musical, très fort, qui se décline partout. Ensuite, ils ont lancé la 4L, enfin la Renault 4 électrique. Pareil, code couleur très fort, le bleu versus le jaune. Les plus produits de ce nouveau véhicule. Et pareil, en troisième fois, avec la Twingo qui se lance aujourd'hui. Ils installent, pour la marque qui est déjà connue, donc la notoriété, il n'y a pas de problème là-dessus, par produit, ils installent des univers extrêmement forts, extrêmement bien bordés, avec des messages extrêmement bien construits dans les 30 secondes télé, et une déclinaison de ces messages-là, en termes de specs, les spécificités véhicules, en fonction des canaux. J'ai été, moi, nourri sur Facebook. Oui, je sais, je suis encore sur Facebook, désolé. J'ai été nourri sur Facebook sur la spec intérieure des véhicules. Avec quelqu'un, notamment, il n'arrêtait pas de se plaindre que le petit bouton rouge, que moi j'ai connu avec ma première Twingo, et elle est plus au milieu, elle est planquée, c'est pas bien. Ouais. Par contre, j'ai pas eu les mêmes messages sur Instagram, et en télévision, j'ai carrément même pas eu le même message. Par contre, couleur, environnement urbain, la petite grenouille, enfin tout a été reconstruit pour que moi, boomer, consommateur de télévision avec Facebook, je puisse retrouver mes petits d'avant. Je pense que, pour répondre à ta question, l'exemple de ce que fait Renault aujourd'hui, il y a d'autres marques qui le font, bien sûr. Mais ce que fait aujourd'hui Renault, c'est ce qu'il y a de mieux d'un point de vue identification sur le marché,
dans un cadre multiscreen et dans un cadre de déclinaison. Merci Pierre Pas si Billet. j'étais clair là-dessus. Non, mais Super extrêmement clair. Moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, la fameuse Big ID, c'est aussi de faire converger peut-être deux générations d'automobilistes. L'ancienne Renault, génération, ouais. sur Renault, hein, Ouais. l'ancienne génération qui a une sorte de Madeleine de Proust en revoyant le concept ou le design des voitures des années 70-80, et la nouvelle génération avec une identité sonore, comme tu l'as dit, assez forte, code couleur Une aussi très utilisation fort. des musiques des années 80-90. Ouais. Voilà, mais quand même remis un peu Ah oui, au, oui, goût, oui, oui. au goût Oui. du jour. Et en fait, avoir une sorte j'allais dire, de convergence émotionnelle. Je ne sais pas si c'est le bon. Si, c'est le mot. Voilà. Tu as la Big ID, tu as l'environnement ultra cadré, ultra fort, et ça te permet d'arriver sur tous les canaux sans aucun problème. Après, c'est simple, entre guillemets. Mais après, c'est facile. Et il y a d'autres marques éventuellement qui font ça aussi. Peut-être que Apple le fait, même s'il tire un peu la langue, mais il faudrait trouver 2 ou 3 autres marques qui font la même chose. Et je pense qu'on aurait peut-être un exemple, une bonne exemplarité pour répondre à ta question. Alors justement, Camille, est-ce que tu as d'autres exemples par rapport à cette question Ah non, sur... ça, c'est pas bien. Ou, si ce n'est pas d'autres exemples, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre, toi, ta vision sur la manière dont la qualité créative et l'impact émotionnel peut résister dans des campagnes multi-écrans et surtout dans un écosystème où, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, on est saturé de messages. Ouais. Pour le coup, je vais prendre un prisme totalement différent parce on a parlé de Renault, donc il y a un annonceur très bien installé en France, Qui a les moyens. qui a d'énormes moyens. C'est pas le cas de tous les annonceurs. Donc comment, par exemple, on fait quand on est une jeune marque, un jeune annonceur pour se lancer sur un marché qui est déjà saturé, où il y a déjà des mastodontes qui sont déjà bien ancrés sur le paysage, et comment avec des plus petits budgets, avec moins, on peut à minima émerger et avoir un impact. Et c'est finalement ce qui est recherché. Donc j'aurais tendance à dire que qualité prime sur quantité dans cette logique, parce que quand on est petit, on ne va pas pouvoir déverser des volumes monstrueux et se battre avec des géants en termes de volume et d'investissement. Donc il vaut mieux avoir un concept qui soit fort, novateur, et qui fasse parler finalement de lui-même. C'est là où on retrouve la première clé d'entrée, qui est celle du concept créatif. Et quand on est innovant et qu'on adopte des codes plateformes qu'on vient croiser éventuellement avec les communautés présentes au sein de ces plateformes, éventuellement en s'adossant en tant que marque à des créateurs de contenu qui permettent aussi d'amplifier, de faire résonner le message publicitaire, ou en tout cas créer un lien privilégié avec les communautés déjà en place. Et du coup, ce serait cette deuxième clé de lecture qui est il faut émerger, donc il faut faire de l'innovant, avoir un concept qui parle, éventuellement parler de faire du buzz. C'est aussi comme ça qu'on bénéficie en fait d'une amplification naturelle derrière. Et puis aussi, donc ça c'était une vision très paid media, il y a aussi la vision organique. C'est vrai que là on était vraiment dans la création qu'on va ensuite déployer d'un point de vue média. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, créer son propre contenu en tant que marque, notamment avec une chaîne YouTube propriétaire, avec ses propres pages sur les réseaux sociaux, ça a aussi une importance, c'est très important parce que ça permet de créer sa propre communauté, de commencer à faire du lien et d'aller au-delà que de la simple exposition publicitaire et créer vraiment des échanges, des lieux de partage avec ses cibles, ses prospects. Et ensuite, éventuellement, les amplifier derrière, les traduire en médias, en paid médias, et ça vient nourrir finalement ce contenu qu'on va pouvoir diffuser un petit peu partout. Donc, quand tu dis démultiplication des formats et des contenus, c'est en fait créer même des contenus spécifiquement pour les emplacements. Tu citais YouTube tout à l'heure, on parlait d'Instagram tout à l'heure. Donc, c'est cette déclinaison en fonction des plateformes où on se trouve qui permettrait aussi aux marques de s'adapter au multi-écran, en fait. Absolument. C'est vrai que la clé d'entrée pour un gros annonceur, un annonceur qui a des moyens, c'est souvent la télé ou en tout cas les médias offline, parce que c'est ceux qui concentrent bien souvent le plus les investissements. Donc c'est
Ils sont souvent prioritaires d'un point de vue concept créatif. En revanche, quand on est peut-être plus petit, et toujours en fonction de l'audience, on va chercher l'audience où elle se trouve. Et si elle consomme essentiellement du YouTube ou les réseaux sociaux, l'idée, c'est de faire construire ce concept créatif au travers de ces plateformes, des grands visages qui incarnent ces plateformes. Donc ça peut être les Squeezie, les NAS Situation et j'en passe. Il y en a des beaucoup plus niches en fonction du positionnement annonceur. Et de venir en fait créer du contenu qui parle et qui s'amplifie limite naturellement au sein de l'environnement. Je peux rajouter Bien sûr. Je rebondis sur ton idée sur le contenu. Excuse-moi, je soumets le mot. Le contenu va se recentraliser maintenant sur les plateformes des marques et sur leur site internet. Pour une raison toute bête, c'est qu'on rentre dans un phénomène d'impression zéro clic. C'est-à-dire via l'intelligence artificielle. Exactement. Donc c'est l'IA qui va aller chercher des contenus et l'IA te reconnaît en tant que marque intéressante si tes contenus sont extrêmement sharp, originaux et récents. Donc la création de contenu, que ce soit audio, vidéo, tout ça, les IA maintenant peuvent lire. Alors, ils sont plus encore branchés sur le texte que sur la vidéo, par exemple. Mais une IA va te référencer et te faire remonter chez l'utilisateur de l'IA grâce à ces contenus-là. Donc, la constante absolue de tout ce qu'on vient de se dire là, en dehors de la Big ID, c'est la génération de contenu permanente au service de tout ce qu'on vient de se dire, mais aussi au service des prochaines problématiques qui vont tomber, qui tombent déjà d'ailleurs, sur la visibilité auprès de l'IA. Aujourd'hui, pour la faire courte, j'ai des enfants qui sont des consommatrices majeures et le consommateur. Ils n'utilisent plus du tout Google, mais pas une seule seconde. Tout passe par Perplexity. Résultat, ils n'ont plus besoin d'utiliser Google, que ce soit avec leur téléphone, leur multiscreen et tout ça, pour avoir des informations. Et je vais conclure avec la notion de contenu. C'est qu'en fait, maintenant, l'internaute commence à switcher. Il n'est plus en train de se dire, est-ce que je prends un moteur 16 ou pas, ou un moteur 32, pour revenir sur... Il rentre par des notions de besoins personnels. Et donc, la notion de besoin, quand on exprime un besoin à Google, il ne comprend même pas ce qu'on lui dit. Quand tu exprimes un besoin à Perplexity, il comprend tout de suite. Et il va aller chercher tout de suite et sourcer tout de suite. Donc, multi-écran, multi-contenu, tout doit être centralisé pour répondre à un moment donné à une expression de besoin. Les internautes sont en train de muter. Et ce qui fait muter le marché publicitaire. Et ce qui fait muter le marché publicitaire. Est-ce qu'il revient maintenant? Les spots, les focus vont retomber sur le contenu. Absolument. Donc, je te rejoins complètement sur tout ce que tu dis, avec la puissance de feu en plus qu'est l'IA. Eh bien, merci Pierre-Louis. Merci Camille. Merci de nous avoir expliqué en fait les enjeux autour de cette création publicitaire à l'ère du multi-écran. Ce que je retiens, c'est effectivement le basique, c'est d'avoir une Big ID et de cette Big ID déclinée sur la réalité de différents écrans, mais pas seulement, déclinée sur la réalité des environnements propres à certaines plateformes, YouTube, Instagram par exemple, mais également les annonceurs doivent faire un effort pour être eux-mêmes créateurs de contenu qui va libérer cette charge émotionnelle qui est quand même le fameux carburant de la performance publicitaire, en créant du contenu, comme on l'a dit, en essayant également de trouver des synergies entre ces différents formats, ces différentes plateformes, et donc tout ça pour... j'allais dire, la performance de leur plan média au sens large du terme. Et bien, sur ce, merci beaucoup. On se dit à très bientôt, j'espère. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. De rien, c'était un plaisir. À bientôt. Au revoir. Ainsi se termine notre échange autour de la création publicitaire à l'ère du multi-écran. The TV Society est une émission Minted, produite par The Society's Media. Merci à nos invités et aux équipes techniques et de production de RMC BFM. Retrouvez cette émission sur LinkedIn et en podcast sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.